Nyota, 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 nyota. Mon étoile c'est nyota. Chapakazi, sasa nyota. Nyota, nyota. Nyota, 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 nyota. La chaîne qui fait du sport réellement sans affaire. La chaîne qui fait du sport réellement son affaire. Nyota Télévision, la chaîne qui fait du sport réellement son affaire. Grande est ma joie de vous retrouver branchés sur l'étoile numérique. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous à cette édition du journal Un seul titre à la une de cette nouvelle session de nos informations. L'épidémie de choléra maîtrisée à la prison centrale de Makala. Selon le ministre provincial de la Santé, des mesures ont été prises pour contrôler cette maladie dans ce centre pénitentiaire. Des malades ont été d'abord isolés, puis repartis suivant leur catégorie, enfin traités. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Je venais de le dire au sommaire. Vous le savez peut-être, la prison de Makala a été frappée par le choléra qui a même fait 7 morts. À ce jour, cette épidémie est sous contrôle dans ce centre pénitentiaire. Cette assurance est du ministre provincial de la Santé, Patricien Ngongo. Suivez-le dans cet extrait où il parle des mesures pour arrêter la propagation de la maladie. La prison centrale de Makala reçoit des gens de partout. Ça veut dire, les gens viennent de n'importe quelle zone de santé. Mais vous savez aussi que la ville de Kinshasa continue à se battre contre cette épidémie de choléra. Il est fort probable, parce que ça s'est trouvé dans le pavillon des hommes, qu'il y ait une personne qui était ici à la cité et transférée à Makala, mais qui portait déjà la maladie. Heureusement, au niveau de la CPRK, nous avons une grande salle carrelée qui répond à des conditions de gestion de cette crise. Nous avons directement mis en place cette salle-là et directement pris toutes ces personnes qui ont présenté des signes. On les a isolées et nous avons commencé la réponse, premièrement, par le briefing. Nous avons mis la surveillance épidémiologique en place. Nous avons commencer directement les traitements par plan, parce que là-bas nous avons trouvé 20 personnes qui avaient le plan C, ça veut dire à peu près 28%, 36 personnes qui étaient au plan B et nous avions 16 personnes qui étaient au plan A. Et puis il y avait au moins 180 des cas suspects. Et puis le suspect, nous les avons isolés et nous avons commencé les investigations. Les autres se sont révélés positifs et les autres négatifs. Et nous avons continué la prise en charge. Aujourd'hui, nous pouvons rassurer que la situation est sous contrôle et je crois que nous l'avons maîtrisée. La République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique ont signé un mémorandum à Kinshasa. Ce mémorandum d'entente historique d'environ 1,2 milliard de dollars américains destiné à renforcer durablement le système de santé congolais, conclu sous l'impulsion des autorités des deux pays. Cet accord vise à consolider les infrastructures sanitaires, améliorer la qualité des soins et progresser vers une couverture de santé universelle au bénéfice de toute la population. Suivez. Nouveau tournant dans la coopération entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Les deux pays ont conclu un accord majeur consacré à la couverture santé universelle. Signé à la primature sous l'autorité de la première ministre Judith Suminwa, le partenariat mobilise 1,2 milliard de dollars américains pour moderniser et consolider le système de santé congolais. Par cet engagement, Kinshasa et Washington franchissent une nouvelle étape dans leur collaboration sanitaire.
L'enveloppe globale comprend 900 millions de dollars de financement américain et 300 mobilisés par l'État congolais. Pour le gouvernement, cet accord s'aligne sur la vision du président Félix Tshisekedi, celle de renforcer l'autonomie du pays en matière de santé et assurer une prise en charge plus efficace des besoins de la population. Au-delà de son importance financière, cet engagement traduit une conviction forte qui reprend la vision du chef de l'État, président de la République, celle qui dit « La santé des Congolais doit être portée, financée et pilotée de manière responsable par nos propres institutions, avec l'appui des partenaires engagés. » Notre priorité demeure simple et essentielle. Permettre à chaque Congolais, à chaque Congolaise, d'accéder à des soins de santé de qualité, partout sur le territoire national, dans des conditions dignes et sécuritaires. Sur le terrain, les autorités sanitaires annoncent un appui direct aux structures médicales, un renforcement des compétences du personnel, une meilleure capacité de réponse face aux crises sanitaires. Un système de santé plus solide en République démocratique du Congo contribue également à la sécurité sanitaire de la région et du monde. Les défis sanitaires dépassent les frontières et leur réponse exige des efforts communs et coordonnés. Cet accord va au-delà d'un simple cadre de coopération. Il représente une opportunité d'améliorer durablement notre système de santé. Sur le plan financier, le gouvernement attend accroître progressivement la part du budget national consacré à la santé. En tant que ministre des Finances, je mesure pleinement l'importance cruciale de l'investissement américain dans le secteur de la santé de notre pays. C'est pourquoi, en 6 de cet accompagnement du gouvernement des États-Unis d'Amérique, le gouvernement a pris et consenti et réaffirme son engagement à la contribution et à l'augmentation du niveau de financement du secteur de la santé pour combler le gap du financement du programme qui s'étend à 1,2 milliard. Du côté américain, le programme quinquennal repose sur un principe de responsabilité et de durabilité. Aujourd'hui, nous franchissons ensemble une étape décisive. En signant cet accord cadre bilatéral, nous nous engageons dans un partenariat de 5 ans pour renforcer la coopération en matière de santé publique en vue de renforcement du système de santé congolais et de la protection américaine. Un partenariat ambitieux qui vise à transformer durablement le paysage sanitaire congolais et à garantir un meilleur accès aux soins pour tous. 16 médecins assistants et 2 spécialistes ont participé du lundi 23 au samedi 28 février 2026 à une formation sur l'imagerie musculo-squelettique. L'initiative est du service imagerie médicale des cliniques universitaires que dirige le docteur et chef des travaux Aimé Kitouba ainsi que le département des spécialités chapeauté par le professeur Bora Sissi. Reportage de Ben Kaimbe. Ils sont au total 16 assistants et 2 spécialistes des cliniques universitaires de Lubumbashi qui ont participé à une formation sur l'imagerie musculo-squelettique. Initié par le service d'imagerie médicale, ce temps de renforcement de capacité a pris 6 jours, soit du lundi 23 au samedi 28 février 2026. Le docteur Aimé Kitouba, chef du service d'imagerie médicale, donne la quintessence des matières apprises. Nous venons de suivre une formation sur l'imagerie musculo-squelettique. C'est une formation qui était axée sur des modalités d'imagerie. Donc, nous disons l'échographie et quelques notions de base sur l'IRM. Donc, nous avons 3 missions dans notre service. Sous la supervision de notre professeur Louis Villagentry de l'Université de Kinshasa, nous avons la mission de l'enseignement, recherche et les soins à la communauté. Lors de la cérémonie de clôture, le professeur Dr Assoumane Simbo, médecin directeur des cliniques universitaires, a encouragé l'initiative du service d'imagerie médicale. Nous étions très contents
l'initiative et nous en sommes trop fiers. Nous félicitons l'équipe dirigeante du service de l'imagerie pour cette initiative. Celle-ci a été initiée par votre chef de service, des communs accords avec votre département, des communs accords avec la faculté de médecine, des communs accords avec les cliniques universitaires et partant des communs accords avec le comité de gestion de l'université de Lubumbashi. L'imagerie reste un grand service au cœur de tous les projets initiés par M. le directeur de l'université de Lubumbashi, le professeur ordinaire Kishiba Fitoula Gilbert, qui a fait, il a fait les cliniques universitaires son cheval de bataille. Pour sa part, le docteur Olivier Kalemba, formateur, a remercié le service d'imagerie médicale des cliniques universitaires de Lubumbashi pour le choix porté sur sa modeste personne. Au dernier jour des assises, les médecins ayant participé à cette remise à niveau ont reçu des attestations de participation des mains du formateur, le docteur Olivier Kalemba. L'enseignement, la recherche et les soins à la communauté, ces trois éléments constituent l'émission primordiale du service d'imagerie médicale ainsi que son département des spécialités chapeauté par le professeur Tchengue Bourassissi. Et dans un tout autre chapitre à présent, nous allons nous rendre dans le territoire de Kambouve, précisément dans le groupement Lukoshi et village Kassala ainsi que ses environs. Il faut dire que ces habitants de ce coin se disent manquer d'infrastructures routières et sanitaires adéquates. Malgré l'alerte lancée aux autorités il y a plusieurs mois, rien n'est fait jusqu'à ce jour. Et alors qu'ils attendent le début des travaux de réfection de ces infrastructures, un autre problème s'est rajouté. Il s'agit de ce manque d'énergie électrique. Joint au téléphone, Aladin Kabika Mouika de la nouvelle société civile congolaise fait le point de leur doléance. Nous dénonçons le silence des autorités locales et provinciales par rapport à l'ignominie vécue depuis que nous avions écrit en 2024 et 2025 pour la réhabilitation de la route Mwadingu-Chalikassi, celle d'environ 75 km. Nous avions également écrit pour les raccordements du courant à Kassala, village autour du barrage de Mwadingushi. Nous avions surtout sans cesse déploré les bâtiments du centre de santé non achevés et pourtant celui-ci relève de l'ETD. Malgré nos revendications, aucune n'est prise en compte. Raison pour laquelle nous rappelons, comme nous l'avons fait par écrit, auprès de l'administrateur des territoires de Kambouve, que dans les jours qui suivent, nous allons passer des journées mortes depuis Mwadingusha, Kabale, Ndakata, Kasonge, Kassala, Lukoshi, Karima et Makossa, afin que les autorités nationales entendent et prennent en compte toutes nos revendications les plus légitimes. Et puis, vous l'avez peut-être suivi, le gouvernement congolais vient de porter son choix sur Juliana Amato Lumumba pour briguer le poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, une candidature présentée comme stratégique afin de renforcer l'influence de la RDC, premier bassin francophone mondial au sein de l'espace francophone. Des précisions avec Jacques Capia. Et c'est désormais officiel, la République démocratique du Congo présente Juliana Amato Lumumba à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Une candidature annoncée par les ministères de la communication et des médias qui met en avant un profil expérimenté et engagé. Fille de Patrice Emery Lumumba, figure historique de l'indépendance congolaise, Juliana Amato Lumumba cumule plus de 3 décennies d'expérience en gouvernance publique, diplomatie culturelle et coopération internationale. Elle a notamment occupé les fonctions de vice-ministre et ministre de la Culture avant de diriger l'Union des chambres des commerces africaines au Caire. Pour le gouvernement, ce choix répond à une ambition claire donnée à la francophonie, une nouvelle impulsion plus moderne et plus proche des peuples.
Les porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya estiment que son parcours, son aura et sa vision constituent des atouts majeurs pour porter les projets congolais à l'échelle internationale. Avec le plus grand nombre de locuteurs francophones au monde, la RDC attend ainsi jouer un rôle central dans l'avenir de la langue française et dans l'orientation stratégique de l'OIF, notamment sur les enjeux de jeunesse, des numériques et des développements économiques. Une candidature qui marque la volonté de Kinshasa de peser davantage dans les grandes institutions internationales. Restons au pays pour parler du transport en commun qui est en grande partie tenu par les privés. Seules quelques villes telles que Kinshasa et Kananga ont des bus de transport public et ce en petit nombre dans d'autres coins. Ce sont les privés qui imposent leurs lois malgré la réglementation de l'autorité dans ce secteur. Regardez. Alors que le gouvernement a annoncé début 2026 une restructuration dans le domaine du transport en commun, le secteur lui peine à s'y adapter. Au-delà du défi marqué par les infrastructures routières qui ralentissent le transport, le secteur est prédominé par de nombreux privés. Si dans la capitale Kinshasa, cette prédominance fait face à une seule entreprise publique, à Lubumbashi par exemple, seuls les privés font la loi. La grille tarifaire publiée l'an dernier pour réguler la hausse du prix de transport n'est nullement observée. Le respect se remarque quelquefois durant les matinées, mais le soir et pendant les heures de pointe, c'est la jungle qui s'installe. Demi-terrain ou fractionnement des trajets par les chauffeurs, hausse du prix, changement de ligne, augmentation du nombre de passagers et certaines autres impositions prennent le dessus. Presque tous les trajets et tout type de transport sont touchés. Taxi, taxibus, tricycles comme motocyclistes. Et cela se faisant sous l'œil impuissant et souvent avec la complicité des percepteurs des taxes et autres agents de circulation routière. Plus les jours passent, plus la situation s'empire et visiblement personne ne se soucie de la régulation du secteur. La population, elle, se trouve abandonnée à son triste sort. Transport difficile, cher et presque pas contrôlé. Des perturbations qui se font sentir pour de nombreux habitants de la capitale cuprifère qui gagnent quelques dollars par jour, parfois dans une économie informelle et qui n'ont que le transport en commun pour se déplacer. Cette catégorie des Congolais qui payent leur transport souvent injustement, qu'il y ait baisse du prix de carburant ou encore appréciation de la monnaie locale. Elle n'en peut rien face à la majorité de ces transporteurs qui se disent payer journalièrement leurs taxes, avoir des documents de bord, payer le droit de parking et même être en règle avec la police de circulation routière. Alors à présent, dans la province du Lualaba, précisément dans le territoire de Sandoa au village Muteta, dans la chefferie portant le même nom, où la transformation du manioc rythme le quotidien entre le village et la brousse. Les femmes transforment ces tubercules en farine, aliment de base dans cette partie de la province. Jacques Capia, Michel Oléla. Des tas de manioc étalés au soleil posés sur des bâches. Nous sommes ici au village Muteba dans le territoire de Sandoa, province du Lualaba. Sous nos yeux, des femmes jeunes et âgées sont à pied d'œuvre. Mortier et pilon à la main, elles broient le manioc pour en faire de la farine. Un travail pénible mais indispensable pour nourrir les familles. Ici, la particularité, c'est que la transformation s'est faite à deux endroits et en brousse, explique-t-elle. Les maniocs mieux protégés, loin des distractions et surtout des animaux. Les chèvres posent problème, elles s'attaquent souvent aux maniocs mis à sécher quand il s'agit de travailler au village. Faute de moulins, pas de machines pour alléger la tâche. À Muteba, on compte sur la force des bras. Jour après jour, ces femmes utilisent leur énergie pour transformer les maniocs en farine. Mamule iko amebei sana, mmeka moi. Beko nifese 500 francs. Sasa kama unafanya saa vile 20 so, uko na ngapi? Mamule iko kidogo mabei sana. Ici, c'est le seul ou peut-être l'unique aliment le plus consommé
Malgré l'état et les efforts nécessaires, la population continue de miser sur cette sculpture, pilier de l'alimentation et de la survie économique locale. Et nous terminons ce journal par cette journée du 28 février consacrée à l'entretien au stade de TP Mazembe de Kamalondo, dans les gradins comme dans les alentours de ce temple des Badiangwena. Une vaste opération a été menée afin de rendre salubre ce joyau qui fait la fierté de la République démocratique du Congo. Regardez. La propreté à l'intérieur comme à l'extérieur du stade est désormais une mission qui se sont assignés tous les supporters du TP Mazembe en collaboration avec les agents d'assainissement du stade et la structure Staff TP Mazembe. C'est samedi 28 février, l'occasion était belle pour ces volontaires venus redorer l'image du temple de Badiangwena. Coup de balai par ici, bêche par là, chariot en mouvement, tout a été mis en œuvre pour embellir l'unique stade privé de la République démocratique du Congo, un véritable bijou mis à la disposition de tous les sportifs par son président Moïse Katumbi. Belinda Mujinga et Josué Kassongo, pour ne citer que, font partie des initiateurs de ces travaux accomplis de manière continue et engagée. Nous avons voulu participer à la propriété de notre stade parce que nous avons constaté qu'après la pluie, ce n'est pas le beau temps, comme le blanc le disent. Mais après la pluie, devant notre stade, il y a trop du désordre, trop de saleté. C'est pour cela que nous avons pris l'initiative de venir accompagner les gens, les agents qui travaillent au stade afin de déboucher les nids qui étaient vraiment qui étaient comblés des immondices. Et c'était initiative de tous les supporters, malheureusement que beaucoup n'ont pas répondu. Par rapport à notre statut de supporter de l'équipe, on peut essayer de rendre notre stade propre par nos maigres moyens. Non, hatutumike pour que baturipe no. Tunatumika uniquement dû à kuendelesha ekipe yetu pamoja. Hatuna tena besoin que no après opération Salongwe baturipe makutano no. Situé dans la commune de Kamalondo, avec une capacité de 18 500 places assises, le stade TP Mazembe demeure l'un des véritables patrimoines du pays. C'est le seul stade qui est homologué au Congo. Vraiment, nous en tant que fans de TP Mazembe, on n'a pas chaque un monument au propre parce que ni bijou le président Moïse Katumbi Chapwe à chaque tuenye tunaifanya par l'amour ya équipe de TP Mazembe, par amour ya équipe ya stade yetu na par amour ya notre président qui est Moïse Katumbi Chapwe. Maria les Zorobabel. Sa bonne gestion et son entretien constituent ainsi un cheval de bataille pour tous. Et c'est par cette note que se referme cette édition du journal de ce week-end. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes et excellent week-end à vous tous.